Hello. Happy to meet with you once a year. Let me first of all make some preliminary remarks in French. Le Conseil de sécurité vient d'adopter la résolution 2014 sur la question du Sahara marocain. Le Royaume du Maroc se félicite de l'adoption de cette résolution et voudrait remercier vivement la plume, les États-Unis d'Amérique, pour les efforts qu'ils ont investis pour son élaboration, sa négociation et sa présentation. Nous voudrions également remercier tous les pays qui ont voté en faveur de cette résolution, ainsi que les autres, et ce, conformément à leur mandat et à la Charte des Nations Unies. Cette résolution conforte la position du Maroc et sa fermeté à l'égard des récentes violations et provocations des séparatistes du Polisario à l'est du dispositif de sécurité et dans la bande tampon de Guerguerat. Le Conseil de sécurité a agi avec fermeté, détermination et esprit d'imposer le droit, et ce conformément à son mandat de garant et de garant de la paix et la sécurité dans le monde. C'est ainsi que le Conseil de sécurité a donné un soutien fort et clair à la double exigence du Royaume du Maroc. Primo, le Conseil de sécurité a enjoint les séparatistes du Polisario de se retirer immédiatement de la zone tampon de Guerguerat. Il vous souviendra que le secrétaire général avait formulé la même demande dans son dernier rapport au Conseil de sécurité le mois dernier. Secondo, le Conseil de sécurité a ordonné les séparatistes du Polisario de s'abstenir de transférer leurs prétendues structures administratives des camps de Tindouf en Algérie vers Berdlahlo, considérant ce transfert comme déstabilisateur de la sécurité et la stabilité dans la région. Comme vous pouvez le constater, le Conseil de sécurité a utilisé un langage extrêmement ferme pour sommer le Polisario de cesser ses provocations et ses violations dans ces deux zones. Le Conseil de sécurité a, dans ses délibérations de tout à l'heure, ainsi que celles de la semaine dernière, ainsi que dans les dispositions de sa résolution, envoyé un message de rejet ferme, clair, catégorique aux tentatives du Polisario de changer les réalités sur le terrain, parce que, tout simplement, elle viole le cessez-le-feu et menace le processus politique que le représentant personnel du secrétaire général s'active à relancer. Les injonctions du Conseil de sécurité aux séparatistes du Polisario sont autant de démentis à ses élucubrations et à sa propagande en ce qui concerne de prétendus contrôles à l'est du dispositif de sécurité ou en ce qui concerne son entité fantomatique qui n'existe que dans son esprit ou dans celui de ses géniteurs algériens. Enfin, le Conseil de sécurité a mis le Polisario à l'index de la communauté internationale en raison de ses actes illégaux et déstabilisateurs. Ainsi, le Polisario n'a plus d'autre choix que soit obtempérer aux ordres du Conseil de sécurité en se retirant de ces zones, soit subir et assumer les conséquences néfastes de ces actes illégaux. Par ailleurs, le Conseil de sécurité a mis en exergue la retenue et la réaction mesurée du Royaume du Maroc à l'égard de toutes ces violations et ces provocations. C'est là autant de témoignages éloquents à l'égard de la sérénité et du degré élevé de responsabilité dont le Maroc a fait preuve durant ces dernières semaines. C'est surtout une reconnaissance de la communauté internationale
à l'égard de la politique éclairée et déterminée de Sa Majesté le Roi, qui est le garant et le protecteur des droits légitimes du Maroc sur son Sahara. Autre motif de satisfaction pour le Royaume du Maroc dans cette résolution, c'est l'appel direct et pressant dans un nouveau paragraphe à l'Algérie pour l'enjoindre à assumer pleinement sa responsabilité historique dans le déclenchement de ce différend régional et dans sa poursuite. Ainsi, le nouveau paragraphe du Conseil de sécurité appelle l'Algérie à hausser sa contribution au processus de négociation et à apporter une plus grande contribution et rôle dans le processus politique. Cette injonction du Conseil de sécurité à l'Algérie est une réponse logique à son rôle direct dans ce différend 4 fois décennal. Mais c'est également une reconnaissance confirmée, s'il en est encore besoin, de sa responsabilité directe dans ce conflit. L'Algérie sait désormais ce que le Conseil de sécurité attend de sa part. Enfin, dernière observation, s'agissant du processus politique. Le Conseil de sécurité a réaffirmé et consacré les paramètres fondamentaux et incontournables pour le règlement de ce différend régional. En l'occurrence, la solution doit être politique, pratique, durable et basée sur le compromis. À cet effet, le Conseil de sécurité a réitéré les caractères crédibles, sérieux et prééminents de l'initiative d'autonomie proposée par le Maroc pour régler ce problème. J'ai terminé mes remarques préliminaires. Comme j'ai fait en français, je voudrais donner une chance aux anglophones pour poser leurs questions. Arabic, English, yes. Mr. Ambassador, Resolution 2414 calls for the withdrawal of Polisario from the Gargarat area and not to destabilize the whole region by moving any headquarters to Bir Helou. This is one thing. The other thing is to restart the negotiations between the parties. How urgent do you want both calls to happen in with respect to the withdrawal from the Gargarat and with respect to negotiations? Also, why do you insist all the time on negotiating with Algeria, not with Polisario? There is several questions in your question. We start with Polisario withdrawal from Gargarat and east of the Berm. Read, please, the resolution of the Security Council, just the one that have been just adopted, 2014. It's very clear. Immediate withdrawal from Gargarat. Second element, don't move your administrative structure from from Tindouf in Algeria to Bir Lahlo, because it's destabilizing the region. This is the answer. The answer is in the resolution of the Security Council. You are asking for the political process. If they don't, or if they will not withdraw, there will be no political process. I'm saying here and I'm repeating to Polisario and to Algeria, no political process as far as Polisario is violating the ceasefire and as also trying to transfer its so-called structure. So they have to choose either provocation and violation, and they will have the Security Council in front of them, or the political process. The ball is in their side now. Algeria, Algeria. Sorry, I forgot your question. Morocco have been always insisting for the role of Algeria. It's not new. From the beginning, we said
Algeria created the Polisario. Algeria armed the Polisario. Algeria training Polisario. Algeria is backing the politically and diplomatically Polisario. Algeria is the only one who is running in the corridors in the UN, making pressure on the countries and on the Secretariat. And last and not the least, you can imagine that during this week, Algeria was threatening to stop the political process if there is no change in this resolution. What does it mean? Are they observers when they treat countries saying them, if you adopt this resolution, there will be no political process? So that's what we are saying. We are saying Algeria is responsible, so Algeria has to come to the table of negotiation, and everything will become possible with that. What about the three abstentions? Yes, China, please. Russia, In English. Ethiopia? In English. Algeria and Polisario always present Tindouf camps as a paradise of human rights. So, in your opinion, does that really reflect the real situation in the camps? That's what they are trying to show or to demonstrate, that there is no violation of human rights in the camps. And of course, first of all, human rights in the camps is the responsibility of the host country, Algeria. It's not me who is saying this. That's the international law. That's the Convention on Refugees of the Geneva Convention of 51. Second, no special procedure have been authorized to come to the camps to verify and to see if there is respect or not. Third, you just read the newspapers. El Mundo in Spain, they say that there is 150 women that are prohibited or prevented to join their family in Spain. Other elements. This opposition leaders or movement in in the camps, they have no right to meet anybody. They have no right to speak. They have no right to participate to any meetings. So where are the human rights there? But for us, it's not the Polisario who is responsible. It's Algeria. In beginning and at the end, based on international law. Yes, please. Yes, please. Ambassadeur, Yes, please. ambassadeur, Yes, please. le Polisario, il prétend qu'il n'y a pas eu de violation du cessez-le-feu et vous accuse le Maroc de vouloir créer la confusion. Quelle est votre réponse? Ma réponse est simple. Qui a écrit au MINURSO pour annoncer l'installation de 9 postes militaires à l'est du dispositif de sécurité? Ce n'est pas le Maroc, c'est le Polisario. Qui a annoncé officiellement le transfert de ces structures administratives de Tindouf vers l'est du dispositif de sécurité? Ce n'est pas le Maroc, c'est le Polisario. Qui a refusé de rencontrer le représentant spécial du secrétaire général, M. Colin Stewart, et continue toujours à refuser de le rencontrer en lui faisant du chantage? Vous venez à l'est du dispositif de sécurité ou on ne vous reçoit pas. C'est une humiliation au Conseil de sécurité qui a validé sa nomination. C'est une humiliation au secrétaire général qui l'a nommé. Donc, celui qui fait la confusion, celui qui viole et celui qui provoque, ce n'est pas le Maroc. Nous disons, nous sommes prêts au processus politique, mais tant que les autres arrêtent les provocations et respectent le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu est très clair. Vous savez, monsieur, qu'est-ce que ça veut dire le cessez-le-feu? C'est la cessation de toute activité militaire, mouvement de troupes, mouvement d'armes petites ou légères, renforcement des installations militaires et autres. Mais ça concerne également les mouvements de personnes. Ça concerne également changer les réalités sur le terrain. Le cessez-le-feu, ça veut dire tout reste figé. Ce n'est pas seulement tirer une balle, ce n'est pas seulement tirer une roquette ou ne pas respecter la construction de quelque chose. Ça concerne également l'esprit et la lettre. C'est un état, c'est une situation, il faut qu'il soit respecté tel qu'il a été
agréé et accepté au moment où le cessez-le-feu est entré en vigueur, ce qui n'est pas le cas malheureusement actuellement. Arabi, we are coming. Don't worry, Mr. إذا سعادة السفير أشرت إلى ضرورة أن تنخرط الجزائر بشكل مباشر. هل هذا يعني من وجهة نظر المغرب أن أي تقدم في الحل السياسي يجب أن يتم من خلال تفاوض مباشر مع الجزائر، أم أنك ترى هناك يعني شكل آخر لجولة المفاوضات المقبلة؟ ما هو الانخراط الجزائري الذي تريدون أن تروه على طاولة المفاوضات؟ نحن نعتبر أن الجزائر هي المسؤول الأول والأخير على قضية الصحراء في بدايتها واستمرارها إلى الآن 42 سنة. فالجزائر تمول، تسلح، تدعم، تؤدي الفاتورات، تؤدي شركات اللوبينج، تعمل يعني الضغوطات رسميا في العواصم هنا في نيويورك، وتقول أن ما عندهاش أي مسؤولية في قضية الصحراء. احنا أملنا أن يوما ما إخواننا في الجزائر يستيقظوا ويتحملون مسؤوليتهم في هذا الملف. اليوم يوم تاريخي، ينظر ما حصل في كوريا، الزعيمين الشمالي والجنوبي بعد 62 سنة ديال الحرب والقطيعة قرروا أن لا خيار غير السلم والتعايش. هذا هو أملنا. الكوريتين يلتقون ويفتحون الحدود. المغرب والجزائر حدودنا مقفولة، يعني نتمنى إن شاء الله أن التعقل سوف يكون يعني الخيار عند إخواننا الجزائريين. Mr. Mathioli, yes. Great, thanks a lot. Welcome. I'm glad that you're here for your once-a-year stakeout. I wanted to, it seems like the elephant, at least in that room, there were 3 abstentions, including 2 permanent members. Now, admittedly, they didn't vote against it, but they said that they didn't think it was that the resolution is balanced. They didn't think that the process was open. Ethiopia also abstained. Sweden voted for, but also said that it wasn't balanced. I guess what I'm wondering is, can you address? You're saying that the council is, united in everything that you're saying, but some of the largest countries, or the largest country, abstained. My other question was just on human rights, since you mentioned it. Let me answer you the first question. Paragraph 69. I don't want to forget to ask you about it. First of all, I have never said that it was unanimity. So don't make something that I didn't say. Second, we respect the abstention of these countries. They believe that it's not balanced. Balanced in what? Between those who violate the ceasefire, and those who respect it. Morocco, since we withdrew from the Guerguerat zone, buffer zone, we didn't come back to this region. We didn't do any unilateral acts or that's something that would violate or change anything in the field. So, but anyway, the resolution is the resolution. And in the end of tomorrow, the world will remember only that the resolution have been adopted. And the important is what is in the resolution. And the Security Council has its rules, and we respect the differences. The other question, yes, I'm coming to you, I madam. wanted to ask you just on and one of the things that those who said it was unbalanced said wasn't in it were restrictions that Morocco has put on MINURSO and who it can speak to in the mission, and also on journalists and others. And where I wanted to ask you specifically this. Paragraph 69 of the report of the Secretary General says that Moroccan authorities continue to restrict access to Western Sahara for foreign visitors, including journalists, human rights defenders, and lawyers from Morocco. Said that human rights defenders remain harassed, essentially. So what I'm wondering is, do you disagree with that? And Yes, it's in the report. Totally. Okay. And we answered the Secretary General, asked the Secretariat or the Secretary General to give you a copy, because we sent him the number of the delegation that visited the Sahara, the number of journalists, the number of parliamentarians. So there is for us, is no violation. They are taking just few or some allegation or 1 or 2 journalists. And I will ask you a question. Do you believe that a journalist who is coming as a tourist is respecting his profession? There is an ethic. No, sorry. There is an ethic. If there is a journalist, he should be courageous and say, I'm journalist and I'm coming to see both sides. Not saying, hiding his identity
and usurping the identity of tourists. This is not correct. This kind of journalists or this kind of tourists, we don't need them in Sahara. We need professionals. Just last week, 2 weeks, there was journalists that requested to come to the Sahara from Sweden, and she was accepted. 2 journalists from the last one. 2 months ago, there was a diplomat from the Swedish delegation, member of the Security Council. Why the report didn't speak about it? So please, try, that's my request to you, Mr. Mathioli. Try to be honest intellectually and professionally. I will have more respect to you. Okay? Yeah, I'm answering. Ask the Secretary General to give you a copy of what's our reaction to the Secretary General. There is all the details. Madam? Yes, sorry for letting you. Okay. Yes, Ambassador, can you share your thoughts about the recent military plane crash in Algeria that included Polisario members? So, first of all, that's a very sad and tragic accident. You are talking about the flight accident. And I would like to cite this opportunity to present our sincere condolences to the people of Algeria and to the victim of this crash. His Majesty the King sent a condolence letter to his brother, President Bouteflika. I visited also the Algerian mission, and I met my brother, the Ambassador Sabri, and I present to him my condolences and the condolences of the Moroccan staff of our mission, because we believe that it's lost for all the Maghreb families. But this accident showed us something, that the military aircraft, the Algerian military aircraft, are transporting something else more than soldiers from Algeria. It's not me who is saying this. That's the authority of Algeria. That's the authority of Polisario. That's all I can say on this. Please. Dans sa résolution, le Conseil de sécurité il a réitéré son appel pour le recensement des populations des camps de Tindouf. Alors, on se demande pourquoi l'Algérie elle continue de refuser ce recensement, de permettre ce recensement. Ben, ça nous ramène à la responsabilité de l'Algérie. D'un côté, l'Algérie dit qu'il n'est pas responsable, il n'a aucun rôle dans la question du Sahara, et en même temps, il dit non, vous n'avez pas le droit de recenser les populations. Ben, tout simplement parce que le nombre de populations dans les camps est maintenant à peine 30 000 personnes. Et l'Algérie prétend qu'il y en a plus. Nous disons qu'il n'y a aucun problème, nous sommes prêts à accepter le chiffre, l'estimation qui sera établie après un enregistrement scientifique répondant aux standards du HCR et des Nations Unies, mais pas aux chiffres qui sont donnés par l'administration algérienne ou bien par le Polisario. Ils ne veulent pas de recensement parce qu'ils ne veulent pas que la communauté internationale sache le nombre, primo. Secondo, ils ne veulent pas que l'assistance humanitaire baisse parce que du moment que le nombre des populations qui auront été recensées sera totalement différent et plus bas que celui qui est avancé. Mais pour nous, nous continuerons toujours à insister pour que ce recensement puisse avoir lieu. Comme vous le savez, il y a des critères. Pourquoi le recensement? Il y a 3 objectifs pour le recensement. Tout d'abord, pour identifier les besoins de la population, parce que les besoins d'un homme, d'une femme, d'une fille, de vieillard sont différents. Secondo, pour assurer la protection contre les violations des droits de l'homme, parce qu'il faut assurer les personnes vulnérables, les jeunes filles, les enfants, les femmes. Et tertio, pour trouver les solutions durables, soit l'installation sur place, l'intégration dans le pays, soit le retour à la mère patrie, c'est ce que nous appelons depuis pratiquement 42 ans, soit dans un tiers pays. Ce que l'Algérie refuse les 3 solutions. Même l'intégration en Algérie, il le refuse. C'est le seul pays au monde qui continue toujours à cantonner les réfugiés dans les camps, à ne pas leur permettre d'entrer dans les villes et à ne pas leur permettre non plus de rentrer chez eux, au Maroc, au Sahara, et ni à trouver une installation provisoire
dans un pays tiers. Et je peux vous dire qu'il y a plusieurs pays européens qui étaient disposés à travailler avec le Haut Commissariat aux réfugiés pour accueillir un certain nombre de familles sahraouies en attendant le règlement de ce problème. Yes, please. I'm coming back. Thank you very much, Mr. Ambassador. And this year we're going to see you again in October with the renewal of the mandate. Yes, inshallah. There are claims that the Polisario, they are claiming that they have signed the ceasefire agreement with the Kingdom of Morocco. Is this true or not? And if true, are you optimistic about the Polisario honoring this type of agreement? First of all, what they are saying is the lie of the century. Morocco have never signed any document with the Polisario. Never. And we will never sign any document with the Polisario. But since we never say never, the only document we are ready to sign with them is the autonomy, the agreement that will be agreed between Morocco, Algeria, and Polisario. This, we will be ready to put our signature close to there. About their honesty and commitment, the respect of their commitments. Up to now, we are used to treason from their part. We are used to violation. We are used to lying. I hope that this time they will withdraw. But thanks. You remember last year, the resolution was the blue text, there was ultimatum, 2 weeks to withdraw, and the adoption was postponed 2 hours because they said we will withdraw. They withdrew, and after they came back, 2 months after they came back to Guerguerat. That's what they tried to do this time. But the Security Council was aware about their games. No game with the Security Council this time. They have to withdraw immediately. So we will follow. Let's hope. Yes. Le Polisario parle de zones libérées sous son contrôle. Que dit le Maroc à ce sujet? Ce que le Maroc dit à ce sujet, c'est le paragraphe de la résolution qui vient d'être adoptée, où il est dit qu'il lui demande de s'abstenir de transférer ces structures administratives des camps de Tindouf à l'est, à Bir Lehlo. Ça veut dire quoi, clairement? C'est qu'il n'y a pas de structure, il n'y a pas de contrôle, bien plus, il n'a aucun droit de le faire. Donc, il est comptable maintenant devant le Conseil de sécurité de tout transfert. Bien sûr, ils essayent, c'est une sorte de course contre la montre, ils essaient de changer les réalités sur le terrain pour démontrer qu'il y a une effectivité, une souveraineté. Mais tout cela, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans leur esprit. Et le Maroc ne permettra jamais. Il faut que le Polisario sache, quel que soit le prix que le Maroc devra payer, il ne permettra jamais de changer le statut de cette partie du Sahara, ni de l'installation d'une quelconque structure administrative ou autre du Polisario. Nous l'avons déjà dit, ça serait un casus belli grave. Le Conseil de sécurité, il nous a donné raison. Et c'est parce que nous avons plaidé pour qu'il y ait une solution diplomatique à cette situation de violation. Maintenant, la responsabilité est celle du Conseil de sécurité. Et comme l'a dit Colin Stewart, il a dit si la MINURSO et le secrétariat ne peuvent pas régler ces violations, il a envoyé la balle au Conseil de sécurité. Nous avons pleinement confiance dans le Conseil de sécurité, dans ses membres, dans sa capacité à imposer le respect de ces résolutions. Mais si le Conseil de sécurité n'arrive pas ou échoue à imposer le respect de ces résolutions et le retour à la situation d'avant, c'est-à-dire le respect du statut de territoire et le départ définitif sans retour au Guerguerat, le Maroc assumera ses responsabilités. Le Polisario doit savoir que le Maroc ne restera pas les bras croisés face à ces violations. Voilà mon message. Ouais, madame. Secrétaire général. Pour en revenir au rapport du secrétaire général, le texte indique que les populations dans les camps Tindouf souffrent de malnutrition chronique et puis lance un appel aux dons. Est-ce que vous avez un commentaire à faire à ce sujet? Ce paragraphe nous a interpellés, effectivement. Et nous avons fait nos propres recherches. Qu'est-ce que nous avons trouvé? Que, effectivement, il se peut qu'il y ait malnutrition, mais le paragraphe constate
les symptômes, mais il ne va pas à la cause, l'origine du mal. L'origine du mal, c'est quoi? Il y a malnutrition parce que tout d'abord, il y a détournement de l'assistance humanitaire. Il y a malnutrition parce que tout d'abord, l'Algérie préfère armer le Polisario et demande à la communauté internationale de nourrir les populations, ce qui est moralement inadmissible. Bien plus, ce que dépense l'Algérie pour équiper le Polisario peut nourrir ces populations pendant des années. Je vais vous montrer quelque chose. Et vous allez être surpris. Ça, c'est un tank d'origine russe, le T-72. Combien il coûte? Il coûte $1 million. L'équivalent de son prix, avec $1 million, ben, l'Algérie peut nourrir 7018 personnes pendant 1 an. Avec le prix de cette tank, l'Algérie peut fournir des services de santé à 19 355 personnes et garantir l'éducation à 6 186 enfants par an. L'Algérie préfère acheter les armes et demande aux contribuables de l'Occident de payer la nourriture et l'assistance humanitaire pour les camps. Je vous donne un autre exemple, madame. Ça, c'est un pick-up avec un bitube qui peut être anti-aérien. C'est le ZPU-2, monté sur pick-up. Il coûte environ $60 000. Que représentent ces $60 000? L'équivalent de son prix peut nourrir 351 personnes pendant 1 an. Il peut fournir des services de santé à 968 personnes pendant 1 an et garantir l'éducation et la scolarité de 310 enfants pendant 1 an. Ces statistiques, nous les avons faites sur la base des critères et surtout les calculs du HCR et du PAM, et également des critères qui ont été validés par l'Union européenne. Dernier exemple, le plus élémentaire, le Kalash. Il coûte, c'est le Kalash AK-17, environ $1 500. Combien il peut nourrir? Et au Sahara, il y a des milliers comme ça. Eh bien, il peut nourrir 9 personnes pendant 1 an, soit 2 familles. Fournir des services de santé à 25 personnes pendant 1 an. Garantir l'éducation de 8 enfants pendant 1 an. Voilà ce que nous disons au secrétariat. Et voilà notre réponse à ce paragraphe. Nous espérons que, aussi bien le secrétariat que les pays donateurs, et c'est un appel que nous lançons aux pays donateurs, pour qu'ils se posent juste cette question. Pourquoi l'Algérie a suffisamment de millions de dollars pour armer le Polisario, mais il n'a pas d'argent pour nourrir les populations dont il a la première responsabilité? J'espère avoir répondu à votre question. Il y a monsieur, là, ce côté-là, je viendrai vers. C'est Abadi. S'il vous plaît. Monsieur l'ambassadeur, merci de ce point de presse. Ma question concerne l'aide humanitaire aux pauvres réfugiés du camp de Tindouf en Algérie. Comme vous le savez, cette aide a été détournée. La presse l'a révélé très clairement. Ouais. L'Union européenne a protesté. Comment expliquez-vous le fait que ce point important ne soit pas mentionné dans le rapport du secrétaire général? Très simple, parce que l'Algérie a fait des pressions depuis plusieurs années pour qu'il ne figure pas dans le rapport. Et bien sûr, en menaçant que s'il figure dans le rapport, ben, ils ne coopéreront plus ni avec le HCR, ni avec le PAM, ni avec l'Union européenne, notamment l'OLAF. Nous le regrettons, mais nous continuons toujours à dénoncer ce détournement de l'assistance. Et surtout, tout ce que nous voulons, c'est que le monde sache qu'il y a détournement. S'il vous plaît. مرحبا معالي السفير. مجلس الأمن يدعم العودة إلى المفاوضات مع ملف البوليساريو. ما هو تقييمكم لنسبة هذه نجاح المفاوضات؟ أيضا ما هو تقييمكم إذا فيما لو البوليساريو رفضت الاستمرار في المفاوضات، ما هو الحل؟ شكرا. إذا رفضت الاستمرار في المفاوضات، احنا في صحرائنا
وصحراؤنا كما قال صاحب الجلالة في مغربها. يمكن يرفضوا إلى نهاية إلى الأبد تقييمنا المفاوضات. احنا عندنا ثقة تامة في ممثل شخصي للأمين العام السيد هورست كولر. عبرنا له على دعمنا وتعاوننا معه. ننتظر. طبعا حضرنا كل يعني اللقاءات كانت كلها إيجابية ومبنية على المسؤولية والثقة المتبادلة. احنا طبعا جاهزين للمفاوضات ولكن بحضور الجزائر. هذا هو شرطنا، حضور الجزائر. بحضور الجزائر كل شيء سوف يكون ممكنا. بغياب الجزائر لن يكون أي شيء ممكنا. Yes please. إذا ما رفضت يعني هذا يعني أن ما فيش لن يكون هناك مسار حقيقي للمفاوضات. هذا هو جواب. S'il vous plaît, sorry to. Thank you, Ambassador. Yes. This is a question not for the expert, but for the public, for the large public, to make sure that we understood your position. The people out there, maybe they're watching one day. Yes. So you say that it's not a question of Morocco had to deal with the Polisario, but Algeria has to be involved because you see Algeria like the main problem Yes. here. Algeria says exactly the contrary. It says it's something that Morocco has to deal with Polisario. So my question is, on the day of that we saw the leaders of Korea's meeting on the borders, will Morocco accept the meeting at the borders where the leadership of Algeria comes, bringing the leadership of Polisario to have a conversation with you about finding finally a last peace on this? The important for us is Algeria. Either they bring Polisario in their luggage or not, it's not a problem. The important is Algeria. In the border, in Rabat, in Algiers, or any elsewhere. You will go. We will go. We are, because we are saying all the time, Algeria, discussion with Algeria will be with Algeria or will not be. Claro? Yes, please. Just a question off topic, if I may. Topics. Has the comments by President Trump on the World Cup today put a kind of a wedge to your bid for the World Cup, given your close relationship with the US? Why is having the World Cup so important to your country? We are here for in the UN and dealing with UN issue, dealing with very sensitive political and diplomatic question. We are not dealing with sport. I let sport to other people in FIFA and elsewhere. Please. Thank you. Le ministre des Affaires étrangères algérien a comparé l'appui d'Alger au Polisario à celui du Maroc et de la Tunisie à l'Algérie pendant son indépendance. Que répondez-vous à cela? Question difficile. Je n'ai pas l'habitude d'éluder les questions. Je vais vous répondre, mais je m'interroge. Vous voulez la réponse du diplomate ou bien du maghrébin? Ou bien des deux? D'accord. Alors, en tant que diplomate, je voudrais tout d'abord dire que je connais le ministre Sahel. J'ai beaucoup de respect pour lui et pour ses convictions. Je voudrais, à cette occasion, le remercier pour son coming out en ce qui concerne l'appui au Polisario. Pendant 42 ans, nous avons crié dans toutes les forats, toutes les instances onusiennes et autres, que l'Algérie a créé le Polisario, l'arme, le finance, l'encadre et l'aide. Et pendant 42 ans, l'Algérie disait jamais, nous, on ne soutient pas, nous, on n'appuie pas, nous, on ne finance pas, on n'arme pas. Il disait, pendant 42 ans, l'Algérie se cachait derrière, tout le temps derrière la mise en œuvre du principe de l'autodétermination. Finalement, il y a eu cette vérité qui est sortie de la bouche de Monsieur le ministre. Je crois, il a fait preuve de beaucoup de courage. Je voudrais le féliciter et le remercier. Je voudrais ici juste citer une phrase d'un livre, c'est le livre de James Comey, le directeur démissionnaire du FBI.
Leadership, lies and truth. Leadership, mensonge et vérité. Et il disait que dans la vie d'un homme, il y a des moments où Dieu l'inspire. Je crois que Dieu a inspiré M. Msaad. Ça, c'est ma question, ma réponse en tant que diplomate. Ma réponse en tant que maghrébin. Je vais lui dire, Monsieur le ministre, le maghrébin que je suis est choqué par cette comparaison avec le soutien du Maroc et de la Tunisie à la lutte de libération du peuple algérien. La comparaison est scandaleuse. Comparer la lutte du peuple algérien à ce que fait des mercenaires pour mettre en œuvre l'agenda géopolitique de l'Algérie dans la région est inacceptable. Je voudrais lui dire également, en tant que maghrébin, que c'est une insulte à la mémoire de tous les martyrs maghrébins. Je voudrais lui dire que je suis choqué également qu'il puisse instrumentaliser la mort, les sacrifices, le martyre de milliers de Maghrébins pour justifier et légitimer la guerre que son pays mène contre les vivants maghrébins. Dernière observation, je voudrais juste lui rappeler qu'en 1958 a eu la réunion de Tanger, où se sont réunis les leaders du mouvement nationaux des trois pays. Ils avaient décidé de créer ensemble l'Union du Maghreb arabe. L'Algérie a malheureusement enterré ce rêve de ces leaders du grand Maghreb arabe. Voilà ce que je tenais à dire en tant que Maghrébin. Je suis vraiment blessé par cette comparaison. Yes. I want, because you made this comparison of weapons sales and the cost of weapons yes. to hunger, this can be said of many countries. I mean, there's hardly a country on earth that doesn't have some economic pockets of deprivation. So that's why I wanted to ask you about the RIF. Do you see, I mean, how do you acknowledge that there are legitimate claims for more, the need for economic opportunity? And there seems to have been some crackdown. Meanwhile, Morocco, as all other countries, except maybe Costa Rica, you're spending on the military as well. How do you distinguish between the flyers that you showed and the situation involving the RIF in Morocco? Thank you. I will start by the end of your question. We are spending more to defend ourselves, our territorial integrity, and to face the danger by the Algerian and its mercenaries of Polisario. Going to the RIF, I don't have the habit of refusing of answering questions. We recognize that there was economic difficulties. We recognize that there was dysfunction of the government, of the minister. Just for your information, His Majesty the King take decision to sanction several ministers. There was accountability. 5 ministers have been dismissed because they didn't fulfill their responsibility. Of course, we are now trying to correct that. We are now trying to win time to do what the government have to do. But all the requests of the population there are socio-economic, one, and they are respectable. And we are doing our job there. Yes, Abedi? Chargé des affaires du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord a, il y a quelques jours, déclaré que le Sahara n'est pas un territoire occupé. Quelles sont les implications de cette déclaration? Je m'en félicite. C'est tout ce que je peux dire. Je suis très heureux de l'entendre dire. De toute façon, de plus en plus de pays reconnaissent que le Sahara appartient au Maroc. De plus en plus de ceux qui avaient reconnu la pseudo-race l'ont dénoncé, l'ont gelé ou retiré leur reconnaissance. Donc, les réalités sur le terrain jouent pour le Maroc. Le Maroc construit. Le Maroc démocratise, le Maroc inclut les populations, le Maroc fait son devoir et comme nous l'avons déjà dit, nous n'attendons pas la solution politique. On va pas, le blocage de la solution politique ne va pas prendre la population en otage. Il y a des dizaines de milliers de populations qui attendent le développement, la prospérité, la participation active
aux activités économiques, commerciales, culturelles, politiques, socio-économiques. Et nous sommes très heureux de voir là-bas qu'il y a actuellement un investissement de 8 milliards de dollars pendant 5 ans pour construire des universités, des ports, des aéroports, des autoroutes, des infrastructures, et également une des plus grandes stations solaires dans le monde. Donc nous développons, nous avançons. La solution politique, si l'Algérie ne veut pas, ça c'est son problème. Si le Polisario veut créer des tensions, nous, on est avec le droit. Et le droit nous a été accordé aujourd'hui. C'est ça l'essentiel. Cette résolution et cette réunion, il a réaffirmé l'impératif pour le Polisario de respecter le droit. Et il a donné raison au Maroc de s'abstenir et surtout de faire preuve de retenue et de ne pas céder à cette provocation. Mais il y a des limites à tout cela. Mesdames et messieurs, merci infiniment. The last one? Oh, thank you. Yes. I wasn't going to shout it out. I wanted to ask you a resources question because it's that European Court of Justice decision that said that the fisheries agreement with the EU could not legitimately include Western Sahara. Maybe if I'm mischaracterizing, tell me. And the decision in South Africa about phosphorus that they put up to. Do you see these as kind of outliers, or is there still some legal argument that there's a problem with exploiting the resources of the area? The European Court said that the Sahara was not included in the agreement, which was correct. And the European Union just decided to renegotiate the agreement, the fishery agreement and the agricultural agreement, and to include this time the Sahara will be included. You see, the Sahara will be included in the two agreements with the guarantee that first the population will be consulted, second the population will benefit, and third the Europeans will come and will see to how the population is really benefiting of the resources of the Sahara. Thank you for your question, but don't forget, please be neutral. I'm going to ask them for your file. As you like, but the important for me is to be neutral and ethical in what you are doing. Thank you very much. Merci beaucoup.